Mesdames, Messieurs, Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Aéroport de Tahiti en grève dès ce soir à minuit. Aucune négociation ne s'est tenue. Une grève dont l'impact sur le transport aérien à l'intercontinental et dans les îles sera évolué à demain. Les drones de la police nationale seront déployés durant les JO pour renforcer la sécurité des fan zones et autres zones stratégiques. Nous en parlerons avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Eric Spitz. Il est notre invité ce soir. La cérémonie du Paiatu, un rituel ancestral mis en scène dans un spectacle de chants et danses traditionnels par la troupe de Haut-Tahiti. C'était ce week-end au Marae Arurau et week-end prochain. Aéroport de Tahiti n'échappe pas à la grève. Elle sera effective à minuit. Aucune négociation n'a eu lieu aujourd'hui entre l'intersyndicale et la direction. Quel impact sur le transport aérien? La direction envisage divers scénarios pour maintenir l'activité aérienne sur les 4 plateformes dont ADT à la gestion, Tahiti, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa. Thomas Chabrol. Des vols seront-ils annulés ou retardés dès demain? La grève se profile à ADT. Une dizaine de points de revendication composent ce préavis déposé mercredi. En l'absence du directeur général ces derniers jours, les négociations n'avaient pas pu débuter. Ce matin, l'intersyndicale composée de la CSIP, la CSTPFO, OTEI et Oetoe Rima s'est présentée à l'aéroport, mais la réunion ne s'est pas tenue. La réunion est reportée parce qu'on devait avoir une confirmation de la direction sur l'arrivée du DG. Nous sommes convenus de nous voir à 9h30 ce matin à une condition qu'on nous confirme que le DG soit là. Mais on ne nous a jamais confirmé tout ça. Moi, on m'a appelé, c'est les représentants. Non, par respect aux organisations syndicales, au moins aux secrétaires généraux, de leur envoyer un mail pour dire que bon, le DG est arrivé, bien vouloir confirmer le rendez-vous de 9h30. Le directeur général de retour ce matin de l'Hexagone s'est dit surpris du dépôt le 17 juillet dernier de ce préavis de grève. En début d'après-midi, la direction attendait les syndicalistes. Un nouveau rendez-vous manqué pour entamer les négociations. Alors les conséquences, on les mesurera demain, bien entendu. Après, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que on verra dans les faits, il y aura forcément du personnel absent et on verra quelles sont les fonctions, je dirais, structurantes de l'aéroport. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est ADT, c'est 4 aéroports, puisqu'il y a les aéroports de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea. Donc on le saura demain finalement sur les conséquences qu'il pourrait y avoir sur l'ensemble de nos terrains. La direction tient déjà à rassurer les syndicats sur l'un des points de revendication. Il s'agit de l'appel d'offres sur les délégations de services publics pour les aéroports de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa. Que justement c'était un des points qu'on avait justement amené pour les discussions d'aujourd'hui, à savoir que le pays confirmait bien donc la reprise de l'ensemble des contrats de travail et de l'ensemble des acquis sociaux attachés dans le cadre de cet appel d'offres sur cette future délégation de services publics. De quoi peut-être favoriser dès demain des discussions. Dans l'après-midi, ADT devait rencontrer les compagnies aériennes. Objectif, imaginer des scénarios pour assurer au mieux la continuité de service. Et dans le cadre des Jeux Olympiques de surf, la surveillance sanitaire sera renforcée à Tahiti à compter de demain jusqu'au 9 août 2024. Les grands rassemblements de personnes issues de différentes régions du monde augmentent le risque d'introduction de maladies et leur transmission. L'attention sera portée particulièrement sur les virus de la dengue et de la Covid, mais aussi de la fièvre jaune. Les médecins du privé et du public, les services d'urgence et les professionnels de santé en général, les laboratoires et bien sûr avec les équipes médicales de Paris 2024 seront donc tous mobilisés. Tout est mis en œuvre pour répondre au plus tôt à une menace sanitaire. Les sportifs ne sont pas les seuls à se préparer pour les Jeux Olympiques. Afin de renforcer la sécurité pendant cette période, la police nationale a investi dans 2 drones. Ils survoleront la fan zone du parc de Paufei à Papeete pendant toute la période des Jeux. Un reportage de Zeneb Anachi, Naya Bennett et Oriano Tefao. C'est un petit bijou technologique.
Discret, intelligent, doté d'une qualité d'image en très haute définition, ce drone va permettre à la police nationale de mieux sécuriser le périmètre sur Paufey et Pirée tout au long des Jeux. Ce n'est pas la première fois que ce système de surveillance est utilisé. Nous avons commencé à mettre en place donc, ce dispositif lors du relais de la flamme, où il a permis de suivre tout le parcours sur la zone police. Ça s'est poursuivi par la protection de la mini-parade le 14 juillet. Et là, il sera déployé dans le cadre de la fan zone qui sera mise en place sur le parc de Paufey du 31 juillet jusqu'au 5 août. Piloter un drone demande des compétences très spécifiques. Avant de pouvoir manipuler cet engin, 4 policiers se sont rendus en métropole pour plusieurs semaines de formation. Ils sont maintenant diplômés de l'aviation civile. Avant tout décollage, avant l'utilisation d'un vecteur, il y a plusieurs phases qui doivent se faire, des phases test de coupure des moteurs, allumage des moteurs. On doit connaître aussi notre environnement. Il faut savoir que les vecteurs sont soumis aussi aux interférences magnétiques. Les 2 appareils seront déployés sur la fan zone de Paufey pendant les JO. Leur mission, assister les agents avec une vue du ciel, une hauteur qui offre une meilleure visibilité et donc une plus grande efficacité dans l'intervention. Ils sont réputés être les meilleurs pour le moment. Hyper stables, côté sécurité, pour l'instant, en fiabilité, ce sont les meilleurs, il n'y a pas à dire. On peut faire plein de choses, rechercher des personnes en montagne, surveiller des mouvements de foule, protéger des personnes, vérifier tout ce qui est sécurité routière et tout. Les missions sont variées. Équipés du mode de vision thermique et nocturne, ces drones serviront de jour comme de nuit. Nous accueillons à présent Eric Spitz, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Monsieur le haut-commissaire, Yorana. Alors, on vient de le voir, en partie dans le sujet précédent, d'importants moyens seront mis en œuvre pour assurer la sécurité durant ces Jeux. À terre, sur l'eau et au-dessus de nos têtes, à la presqu'île, ce sont environ 250 gendarmes qui seront déployés. Est-ce que ce soir, au moment où l'on se parle, tout est parfaitement calé ? Je reviens de la presqu'île où j'ai passé les 2 derniers jours. Le pays, l'État, l'État Vana, Paris 2024 sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour que ces Jeux Olympiques soient une fête unique, extraordinaire. Je rappellerai qu'il y a des Jeux Olympiques d'été en France tous les siècles. Donc peut-être que la Polynésie sera le seul outre-mer pendant très longtemps à vivre ce moment. Et je rappellerai aussi comme signe d'encouragement que la flamme, le parcours de la flamme a été un véritable succès populaire avec 25 500 Polynésiens qui se sont manifestés. Tout ça, ce sont des motifs d'espoir, d'optimisme. En tout cas, au cours du premier jour d'entraînement, aujourd'hui, tout s'est bien passé. Quels sont les risques que l'on peut envisager sur un tel événement, un événement mondial ? Alors, le principal risque est malheureusement un risque que l'on ne maîtrise pas, qui est le risque météorologique. Pour tous les autres, nous avons mis en place des dispositifs qui devraient nous permettre de parer à une menace qui, disons-le, on est en Polynésie, elle est quand même beaucoup plus faible qu'ailleurs. Tout ça, c'est la raison pour laquelle il y a des policiers, dont beaucoup sont polynésiens, la grande majorité. J'ai fait rappeler des gendarmes réservistes polynésiens. Parce qu'on va surtout être confronté à des problèmes de circulation où il va falloir dialoguer. Donc je ne me fais pas spécialement de soucis. Mais je voulais aussi rappeler que si l'investissement de l'État, vous l'avez dit, 250 policiers ou gendarmes, en tout 700 pendant les Jeux qui sont mobilisés, l'investissement de l'État, c'est aussi de l'investissement en investissement, enfin de l'investissement dans l'électricité pour la presqu'île, dans la tour des juges, dans la passerelle. Et c'est au total 1 milliard de francs de Pacifique que l'État a investi et que conserveront les Polynésiens. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc je suis très attaché à montrer que d'une part, nous déployons nos traditionnels dispositifs de sécurité avec les drones, mais aussi la lutte cyber qui est nouvelle, et que d'autre part, nous investissons aussi dans les Jeux pour qu'il en reste quelque chose pour les Polynésiens. Est-ce que des pays étrangers, dont certains surfeurs sont à Tiahupo, ont déployé des moyens de sécurité au Fénois ? On a par exemple appris cette semaine qu'un agent secret américain est à Tahiti pour veiller sur les surfeurs US.
Alors déjà, je vais vous dire, c'est un mauvais agent secret, parce que s'il était secret, vous ne l'auriez pas su. Non, il n'y a personne, aucune délégation n'est accompagnée de personnes, en tout cas armées, puisqu'il faut demander au commissaire une dérogation, on ne nous l'a pas demandé. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent des consultants, dont moi je ne sais pas s'ils sont des agents secrets ou pas, mais en tout cas, certaines délégations sont accompagnées de consultants ou de directeurs de la sécurité. Mais il n'y a pas d'agents armés étrangers sur notre sol. Les cyberattaques, justement, vous en parliez tantôt, sont aussi prises très au sérieux, bien évidemment, par vos services. Ont-ils déjà observé un surcroît de menaces via les télécommunications? Oui, il y a eu beaucoup d'attaques sur le Fénois. Bon, je ne révélerai pas le nom des entreprises. En tout cas, s'agissant des collectivités locales, tout le monde sait que Maïna a été attaqué, puisque la presse en a parlé. Moi, ce que je voudrais dire à tous les chefs d'entreprise, et encore plus à tous les tavernas, c'est que lorsque vous êtes attaqué, signalez-nous tout de suite. Nous travaillons avec l'Agence nationale de sécurité informatique. Il y a des spécialistes qui très vite peuvent entrer des antivirus ou des contre-virus. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. Et chaque heure passée peut vous faire perdre des centaines, voire des milliers de données. Par exemple, la paye des agents. Un mot maintenant sur la situation d'ADT, aéroport de Tahiti. Donc une partie du personnel s'inquiète de l'instabilité de la concession de l'aéroport, une instabilité qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. Quand les choses vont-elles bouger pour un nouvel appel d'offres? Alors, c'est assez compliqué. Il y a un appel d'offres qui est lancé par l'État pour un nouveau concessionnaire ou la prolongation du concessionnaire actuel sur FAA. Et j'ai rencontré les représentants du personnel d'ADT. Je leur ai apporté la garantie que dans le nouvel appel d'offres, il y aurait la reprise de l'ensemble des salariés, de tous les avantages en nature. Le pays est maintenant propriétaire des 3 autres aérodromes. Donc il va lancer un appel d'offres pour savoir qui va gérer ces 3 aérodromes. Et les salariés exigent du pays qu'il inclue dans son appel d'offres les mêmes clauses que l'État a inclus dans le sien. Donc c'est une partie des discussions. Moi, j'invite tout le monde à se mettre autour de la table, à discuter, à trouver une solution, à leur rappeler qu'il y a des conséquences indirectes sur les passagers, sur l'image de la Polynésie. Et ce n'est pas vraiment le moment, puisque vous parliez des JO tout à l'heure, ce n'est pas vraiment le moment de montrer une image négative de la Polynésie. Il y a 10 jours, vous avez fait le point sur les dépenses de l'État, justement en 2023, 210 milliards, dont 1 milliard pour les JO, vous l'avez dit. C'est 10 milliards de plus qu'en 2022. Comment s'explique cet écart et cela va-t-il continuer d'augmenter? Alors, vous avez raison de dire qu'effectivement, les dépenses de l'État ont augmenté de 5,5% en 2023, après une augmentation de 5% en 2022. Environ, il y a la moitié pour le pays, 15% pour les communes. Et les 35% restants, c'est l'État pour financer ses compétences. Alors, je voudrais simplement insister sur 3 points, parce que je lis les réseaux sociaux, donc je vois les critiques. Donc j'aimerais répondre aux critiques. La première, c'est oui, mais l'État, de toute façon, c'est pour payer des popards, entre guillemets, qui travaillent ici. Non. Sur 5500 professeurs, il y en a seulement 500 qui sont sous contrat. Je peux vous dire qu'au commissariat, il y a 85% de Polynésiens, à l'aviation civile, etc., etc. Donc, l'État est essentiellement représenté ici par des Polynésiens, et c'est des Polynésiens que nous payons. La deuxième critique, oui, mais tout ça, c'est pour financer du fonctionnement et pas de l'investissement. Alors non, on finance de l'investissement dans le domaine de la santé, les internes, on cofinance le logement social, on cofinance aussi la culture, et on a créé 2 fonds l'année dernière, le fonds vert pour, par exemple, la protection des espèces protégées, et le fonds dit Macron, fonds de transition énergétique, avec qui on a financé, et on continuera de financer le dossier de l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons créé ces fonds, et ce qui explique, pour répondre à votre question, l'augmentation, et qui continuera à l'expliquer dans les années qui viennent, de l'engagement de l'État en Polynésie française. Et l'engagement de l'État en Polynésie française va augmenter jusqu'en 2030, parce qu'on va recruter 230 militaires supplémentaires, parce qu'on va avoir 2 nouveaux patrouilleurs, 2 nouvelles frégates, tout ça pour encore mieux protéger notre territoire, et notamment contre la pêche illégale. Pour l'instant,
notre protection est efficace, mais notre protection sera encore plus efficace quand nous serons en mesure de proposer à nos pays voisins qui ne peuvent pas se protéger, de protéger leurs aides. Parce que les poissons, ils ne connaissent pas les limites migratoires. Donc empêcher la pêche illégale chez nos voisins peut nous permettre de protéger encore mieux la Polynésie. Justement, vous parliez de l'UNESCO au retour justement des Hakaeki du New Delhi, qui partiront donc demain matin sur New Delhi en Inde. Vous parliez également de ce fonds Macron. Il y aura ce fonds qui sera reversé justement, enfin une partie de ces fonds qui sont reversés pour le projet UNESCO. Alors, il y a deux choses. Il y a l'éligibilité. J'espère que le 26 juillet à New Delhi, on va être éligible. Enfin, on va appartenir. Quand je dis nous, c'est les Marquisiens au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, il y a ce qui arrive après. Donc, dans les 5 ans qui suivent la labellisation, il faut travailler. Il faut mettre en œuvre un document de gestion. Il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et c'est la raison pour laquelle l'État a versé près de 100 millions de francs pacifiques à la CODIM, à la communauté de communes des îles Marquises, pour qu'ils puissent recruter des personnes qualifiées pour travailler sur ces dossiers. L'initiative française pour les récifs coralliens, l'IFRECOR, s'installe au Fénois. Ça a été l'occasion pour vous de rappeler que les coraux sont primordiaux pour les écosystèmes et même pour l'économie du pays, mais qu'ils sont sous pression. Comment agir pour les préserver ? Bon, on a lancé un concours, Toarif, qui s'adresse à toutes les associations, mais à des écoles, à des entreprises. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, c'est que la Polynésie française se mobilise tout entière pour apporter une contribution exemplaire au sommet des océans qui se tiendra à Nice en juin 2025. Et le cœur de notre contribution, ce sera le récif corallien. Sans récif, vous ne nourrissez pas. Sans récif, pas de pêche. Sans récif, pas de perliculture. Sans récif, plus de protection. Ceux qui vivent à 200 mètres d'une barrière de récif savent que la houle déferlerait chez eux s'il n'y a plus de barrière corallienne. Et sans récif aussi, donc il n'y a plus de vie. Donc ça va être au cœur de la contribution de la Polynésie. Le cluster maritime se mobilise, les associations, les entreprises, les collectivités locales, l'État, tout le monde se mobilise pour apporter une contribution exemplaire. On parlera aussi grand fonds marin, on parlera aussi énergie renouvelable, bien évidemment. Mais pour tout cela, je crois qu'on peut montrer ce dont on est capable chez nous. Justement, rapidement, l'après-JO, d'autres projets vous viennent à l'esprit ? Si vous voulez, il faut absolument éviter que l'économie polynésienne marche sur une seule jambe, comme par exemple l'économie calédonienne, avec le résultat qu'on connaît. Donc on a une jambe très solide, c'est le tourisme. La deuxième jambe, vous l'avez dit, ce sera demain les océans. Tout ce qui tourne autour de la nourriture dans les océans, la pêche, la perliculture, la transition énergétique, etc., etc. Et le troisième pilier, ça sera le numérique avec l'arrivée de Google qui permettra de nous interconnecter et de faire de nous peut-être un endroit où on déportera avec nos 12 heures de décalage horaire un certain nombre d'activités de l'Hexagone à la Polynésie. Aujourd'hui, quand le journal Le Monde ferme, il déporte ses activités en Californie. On peut rêver qu'un jour, il les déporte en Polynésie. Et ma dernière question pour vous, monsieur le commissaire, ce soir, Joe Biden vient de l'annoncer, il se retire de la course à la Maison-Blanche. Dans le même temps, Donald Trump s'est bien lancé. Doit-on s'inquiéter de l'issue de l'élection américaine en novembre pour la sécurité dans la zone Pacifique et dans le monde en général ? Bon, vous le savez, il n'est pas de coutume de commenter la politique intérieure d'un autre pays, encore moins lorsqu'on est préfet. La démocratie américaine est une démocratie qui a montré sa vitalité et il reste nos alliés dans la zone, quelle que soit l'issue des prochaines élections. Monsieur le haut-commissaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Les pressions auront eu raison de son obstination de briguer un second mandat. Le président américain Joe Biden a annoncé ce dimanche son retrait de la course à la Maison-Blanche après des semaines de spéculation sur ses capacités physiques et mentales. Le démocrate de 81 ans a aussitôt annoncé son soutien total à Kamala Harris, son actuelle vice-présidente, pour qu'elle soit la candidate qui fera face à Donald Trump à début novembre. Et la troupe haute-haïtienne chante et danse pour faire revivre la cérémonie du Payatoua. Ce rituel des temps anciens suivait des codes bien définis. Le grand prêtre, le Taoua, y consacrait les taux des familles, des reliques conservées sur les marais. Ce spectacle est mis en scène par Marguerite Lay, Thomas Chabrol. C'est un voyage dans les temps anciens, un temps où se tenait sur les Marae l'une des plus importantes cérémonies, le Payatoua, le rassemblement et le déshabillage des dieux. La troupe haute-haïtienne menée par Marguerite Lay présente ce spectacle, son 4e sur le Marae Araouraou de Paella. Ce n'est pas un retour au paganisme et ce n'est pas un retour à l'adoration ancienne. Depuis plus de 400 ans, nous avons été christianisés. Mais je dirais tout simplement, il faut que les gens arrêtent de mélanger les deux. Je dirais fortement, nous avons une culture bien avant que la christianisation arrive chez nous. Et aujourd'hui, on est bien des chrétiens. À 1000%, nous sommes des chrétiens. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons une culture. La cérémonie du Payatoua avait été interdite par les missionnaires. Pour faire revivre ce rituel important dans la culture polynésienne, Marguerite Lay s'est approchée de Simone Grand il y a 3 ans. L'auteur du thème a fait de nombreuses recherches. Des témoignages écrits ont permis de retenir le fondement de cette cérémonie. Le Payatoua montrait la force des chefferies et leur générosité. Elle permettait de renforcer les alliances. C'est le principe de la rencontre pour se souvenir des ancêtres dans un rituel en enlevant les linges abîmés pour en mettre de nouveaux et en même temps on célèbre les ancêtres qui font lien avec les générations qui sont là. Sur le site sacré, le public découvre d'abord des tableaux vivants, une introduction à ce spectacle grandiose. 200 artistes y participent. En tant que jeune génération, pour moi, danser ce spectacle et même danser de manière générale le Haut-Tahiti, c'est vraiment, en tant que jeune, pouvoir pratiquer sa culture, pouvoir se rassembler entre nous et puis aussi pouvoir apprendre de nos aïeux comme Marguerite. Ça a été interdit. Ça a été interdit pendant plusieurs années. Pour moi, j'ai accepté tout de suite. Parce que quelque part, pour moi, je ressentais un peu cet appel de nos ancêtres, appel de la terre. Et être fier de vivre notre culture. Le spectacle se joue en 4 tableaux. Depuis l'entrée de la famille royale jusqu'aux danses et chants, le public fait un bond dans le temps. Je disais à ma fille, j'aime cette couleur, le rouge. Après, je ne sais pas si notre Tupuna portait ça avant, ce genre de couleur, mais c'est magnifique, le rouge, le jaune, un peu de marron, c'est magnifique. La qualité des costumes et des prestations donne une dimension encore plus grande au Marae de Paella. Le spectacle se jouera une dernière fois les 27 et 28 juillet. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. On programme ce soir sur votre chaîne Sur la Terre des dinosaures, un film de Neil Nightingale. Demain, c'est Emma Mathieu qui reviendra à la présentation du journal. En vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur Tahiti Nui Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.